Rebonsoir Bertrand Badi, je rappelle que vous êtes chercheur en politique internationale. Vous avez certainement écouté le président de la République devant les parlementaires britanniques, à la fois les députés des communes et les membres de la Chambre des Lords. Il a évoqué un certain nombre de sujets de politique étrangère, et particulièrement Gaza, pour lequel il réclame à nouveau un cessez-le-feu tout de suite, sans discussion ni condition. Ensemble, nous appelons à la libération de tous les otages. Ensemble, nous appelons à un cessez-le-feu à Gaza. C'est une urgence absolue. Puisque nous sommes attachés aux vies humaines, puisque nous sommes attachés à l'intégrité territoriale, nous souhaitons un cessez-le-feu, sans discussion. Nous travaillons ensemble pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique, car c'est la seule voie pour la paix. Le président avait déjà réclamé un cessez-le-feu sans condition, maintenant il le réclame sans discussion. Il a l'air très énervé, mais enfin, il a l'air surtout très impuissant à faire quoi que ce soit pour le Proche-Orient. Oui, je crois d'ailleurs plus impuissant qu'énervé. Je n'ai pas tellement eu le sentiment qu'il sortait de ses gonds. Mais effectivement, à quoi servent les paroles ? C'est un beau sujet de dissertation. Quelle est la fonction de la rhétorique en relations internationales ? C'est mieux de rien dire ? Vous savez, il y a beaucoup de travaux qui disent que la diplomatie efficace est une diplomatie discrète, qui ne s'exprime pas. Et il y en a même qui disent, et je crois que c'est assez vrai, que plus on parle, plus on a ainsi le moyen d'exprimer son impuissance. La parole est le substitut à l'action. Qui pourrait contredire quelqu'un qui appelle à un cessez-le-feu, qui appelle à une solution ? Netanyahou. Oui, alors nous commençons à entrer dans le sujet. Le véritable problème, c'est de savoir comment contraindre. C'est ça le vrai sujet. Dire des paroles, est-ce que vous croyez que ça impressionne le Premier ministre israélien ? Je dirais que d'un certain point de vue, ça le conforte. Mais même symboliquement, Bertrand Badi, c'est pas important que le président français dise devant tous les élus anglais qu'il faut une solution à deux États. C'est pas non plus une évidence pour toutes les diplomaties européennes. Alors, je suis d'accord avec vous. De toute façon, vous savez, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on parle toujours de cessez-le-feu et de non-guerre, mais jamais de paix. Or, la paix, qu'est-ce que c'est ? On le sait depuis Aristote. C'est la coexistence. Et la coexistence, c'est quoi ? C'est reconnaître à l'autre des droits égaux à ceux dont on dispose. Quand il appelle à une solution à deux États, c'est un peu ce qu'il propose. Oui, d'accord. Peut-être pas l'égalité parfaite, mais deux États. Ça, vous savez, j'ai un certain âge, et toute ma vie, je l'ai entendu, cette solution à deux États. Ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'internationaliste, c'est quelle voie va être choisie pour construire cette solution à deux États. Quelle pression vont être exercées sur Benjamin Netanyahou, dont vous dites à juste titre qu'il n'est pas pressé d'entendre ce genre d'appel. Quelle manière, par quel jeu d'étapes, qui à chaque fois échoue. Rappelez-vous le dernier cessez-le-feu. Il était constitué de 3 étapes. La 3e étape devait justement faire le pont avec le futur, c'est-à-dire définir les conditions de cette paix dont je parlais tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là que M. Netanyahou s'est arrêté et a considéré que on brûle la 3e étape. Mais vous savez, c'est quand même... Enfin, vous avez l'air... Est-ce que je dois conclure de ce que vous dites qu'un cessez-le-feu qui n'est pas suivi de paix ne sert à rien ? Un cessez-le-feu, ça dure 1 jour, 2 jours, 60 jours. En attendant, ça fait pas la paix, mais ça épargne des vies humaines. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, il serait absurde et même criminel de mépriser un cessez-le-feu qui, effectivement, soulage des populations qui, depuis maintenant 18 mois, sont constamment sous les bombes et dans quelles conditions, et qui ne peuvent pas se nourrir, etc. Mais seulement, le problème, l'équation, elle est très simple. C'est que vaut un cessez-le-feu dès lors que l'on a la certitude proclamée et explicitée que sitôt celui-ci terminé, on reprendra la guerre. Il faut comprendre que le cessez-le-feu appartient au vocabulaire martial et non au vocabulaire de la paix. Donc le vrai problème, c'est comment articuler un cessez-le-feu à la paix. Et là, on se trouve face à une équation terrible, parce que le grand problème
de Benjamin Netanyahou, c'est d'accepter un cessez-le-feu dont il sait par avance qu'il ne devra pas conduire à un arrêt prolongé des hostilités, à quelque chose qui ressemble à la paix. Mais parce qu'il ne veut pas la paix ou parce que les conditions de la paix ne seraient pas acceptables par son gouvernement, très clairement, par ces Dominiques d'extrême droite qui ne veulent pas, qui ne pourraient absolument pas accepter une reconnaissance de l'État palestinien? C'est un problème à étages. Le premier étage, il est le plus structurel et je dirais, hélas, peut-être le plus consensuel dans la classe politique israélienne, c'est que pour assurer sa sécurité, il n'y a que la puissance et la force. Il n'y a pas de plan B. Et c'est là déjà que ça coince. C'est-à-dire, si on relâche la pression de la puissance, on se met dans une situation d'insécurité. Donc, il ne faut pas qu'un cessez-le-feu annonce, prépare ou facilite le relâchement de la pression militaire et de la force. Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est un étage de transaction avec l'extérieur et notamment avec les États-Unis. Comment satisfaire un président des États-Unis adepte de la diplomatie selfie, c'est-à-dire de pouvoir s'afficher avec une solution, un accord, peu importe, aussi absurde que l'accord entre le Congo et le Rwanda qui n'a aucun sens, mais comment le satisfaire? Non, qui n'avait aucun sens, mais on peut y revenir si vous voulez. Et troisième niveau, c'est ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison, comment préserver ma coalition gouvernementale lorsque je sais que celle-ci est construite sur une surenchère dans l'usage de la puissance. Vous parliez des États-Unis et de Donald Trump, c'est l'autre image qu'on voulait vous montrer. Benjamin Netanyahou est en voyage officiel à Washington, il y a eu la rencontre dans le bureau ovale qui s'est passée cette nuit, et puis il y a eu ce moment qu'on va vous montrer où Benjamin Netanyahou, devant les caméras et donc le monde entier, donne une lettre au président américain. À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays après l'autre, dans une région après l'autre. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel. Elle vous propose pour le prix Nobel de la paix que vous méritez amplement et que vous devriez obtenir. Comment vous analysez ces images? Benjamin Netanyahou a très bien compris le fonctionnement de Donald Trump. On pourrait appeler ça la diplomatie de la flatterie? Oui, tout à l'heure, je parlais de la diplomatie du selfie. Ça en fait partie. C'est-à-dire, l'important pour Trump, c'est de... Comment vous l'appelez? J'adore. Trump. Trump. C'est son nom, je suis désolé. Et l'important pour lui, c'est de montrer que tout passe par lui. Tout passe par lui, ça veut dire lui, Trump, mais ça veut dire aussi Washington. N'oubliez pas que le slogan de la victoire trumpienne, c'est « Make America Great Again ». Donc, il faut montrer qu'il n'y a pas un problème au monde qui ne puisse être réglé en passant par le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ça n'a pas marché pour l'Ukraine, ça ne marche pas terrible pour les droits de douane. Ça n'a pas... La guerre des 12 jours en Iran? Ça n'a pas marché pour l'Iran non plus, puisque on voit maintenant, et je pense que l'homme le savait, que l'on reprend la dialectique ancienne, c'est-à-dire l'Iran humilié et affaibli effectivement par cette attaque, se trouve une ardeur encore plus justifiée dans son esprit pour relancer le programme nucléaire. Donc, vous savez, c'est un peu comme un si grand soleil, c'est un feuilleton qui ne finit jamais. Je ne savais pas que vous regardiez ce genre de feuilleton. Il est excellent. Sur France 3. Merci beaucoup. Justement, vous le dites, sur l'Ukraine, ça ne se passe pas très bien. Et Donald Trump, moi je dis Trump, hausse un peu le ton. Désormais, il est mécontent du président Poutine. Et écoutez comment il l'exprime. I'm not happy with Putin. I can tell you that much right now. Because he's killing a lot of people. And it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Il dit, le président américain, on n'avait pas la traduction, mais on peut comprendre, bullshit. Pardon. Il dit ce mot, il dit donc Vladimir Poutine dit beaucoup de conneries sur l'Ukraine. On est à un niveau de tension qu'on ne connaissait pas entre les deux hommes. Alors, vous allez répondre. On va retrouver Franck Genozo à Washington, le correspondant de France Télévisions. Franck, c'est vrai qu'il y a cette déclaration
peu habituel. On a senti le ton monter ces derniers jours, mais enfin quand même là, le ton monte vraiment. Et puis, il a dit qu'il allait continuer à livrer des armes, même défensives, mais enfin quand même, le 20 janvier, on n'en était pas là, à livrer des armes à l'Ukraine. Comment analysez-vous ce revirement ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est effectivement un volte-face parce qu'il y a de façon assez évidente un changement de position total sur ce dossier de la livraison de certaines armes à l'Ukraine entre la semaine dernière et cette semaine, un changement total de la part de l'administration Trump, puisqu'il faut savoir que la semaine dernière, la Maison-Blanche avait confirmé la suspension des livraisons à destination de l'Ukraine d'un certain nombre d'armes défensives et notamment des systèmes antimissiles, des systèmes anti-aériens, et cela a été justifié par un rapport commandé par le Pentagone, un rapport très sérieux, très solide, qui disait que les stocks stratégiques de l'armée américaine en la matière commençaient à être très bas et qu'il fallait donc réserver ces armes pour l'armée américaine et pour le territoire américain. Et puis, eh bien, vous l'avez dit, hier et ce matin, Donald Trump a dit qu'il fallait à nouveau renvoyer des armes à l'Ukraine. Donc, changement de position en l'espace d'à peine quelques jours. Et ce revirement, eh bien, c'est un symbole des tâtonnements actuels de Donald Trump sur ce dossier ukrainien. La livraison des armes était vue la semaine dernière comme une espèce de geste en quelque sorte à destination de Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont parlé quelques heures après ce geste, mais au cours de cet entretien téléphonique, Donald Trump a été, ce sont ses mots, extrêmement mécontent. Je n'ai fait aucun progrès avec lui sur ce dossier, a concédé le président américain, confronté en quelque sorte à l'inflexibilité de son interlocuteur. Ce revirement est peut-être finalement un aveu d'impuissance de Donald Trump dans ce dossier où il ne parvient pas du tout à faire avancer les négociations de paix. Franck Genozo en direct de Washington. Merci infiniment Franck. Clairement, avec Poutine et sur l'Ukraine, il n'y arrive pas vraiment, le président américain. Alors, c'est un jeu quand même assez subtil qu'il faut reprendre dans les détails. Trump, c'est « Make America Great Again ». Mais 25 ans avant, il y avait à Moscou un homme, Poutine, qui disait « Make Russia Great Again ». C'est-à-dire il y a une parfaite symétrie. Que se passe-t-il quand deux chefs d'État qui se prétendent puissants et demandeurs de restauration de puissance disent la même chose? Ça veut dire qu'il y a, non pas une alliance, à un moment on avait employé ce terme, c'était ridicule, une connivence. Ça s'appelle une connivence en diplomatie. C'est-à-dire des moments où il y a des intérêts communs. Une connivence des puissants ? Comment ? Une connivence des puissants ? Une connivence, oui, des puissants, on peut dire ça, pour restaurer la belle époque de Brejnev-Nixon, la belle époque du téléphone rouge, la belle époque... Du condominium mondial, où ils géraient le monde tous les deux. De la cogérance du monde. Donc, ça crée de la sympathie, de la connivence. Ça peut également, effectivement, aboutir à des projets identiques, et c'était le pari du nouveau président des États-Unis. Mais ça ne peut parfaitement s'accomplir que si, à un moment, les deux viennent à s'entrechoquer, à s'opposer. Parce que comment voulez-vous jouer le duo du rapport de force sans qu'il y ait concurrence et choc? Mais ce qui est intéressant, c'est que plus l'un frappe sur l'autre, plus l'autre se trouve conforté dans son rôle de rival. Et donc, le duo, il est parfaitement joué par ces deux-là, mais là où vous avez tout à fait raison, Franck Genozo, je ne sais plus lequel des deux a dit ce qu'il fallait dire, c'est-à-dire que ça aboutit à une totale inefficacité. Que se passe-t-il quand vous rejouez une pièce dans un contexte qui est tout à fait différent de celui de l'époque où la pièce avait été originellement inventée? Et donc, ça n'imprime pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la puissance n'imprime plus, où la puissance, au bout de 75 ans, n'a pas pu mettre un terme à la mobilisation palestinienne, n'a pas pu étouffer un seul peuple opprimé qui se révoltait, où la puissance dans la tarification douanière ne fonctionne pas non plus. La puissance est devenue impuissante, donc on joue entre Poutine et Trump comme si la puissance, elle était toujours puissante. Merci beaucoup Bertrand Badi, merci Camille.